Le financement de ce programme est assuré par Annenberg CPB dans le but de promouvoir l'excellence de l'enseignement. Now, you cannot tell me that the day I was born, it was said I can never run for president because I wouldn't meet my oath of office. Votez pour notre voisine, Cynthia Rubenstein, au conseil municipal. Il est temps de voter. Vous avez le droit de voter. Si vous avez 18 ans ou plus et êtes un citoyen américain, inscrivez-vous pour voter. Vous devez leur dire quoi faire. Les élections. Du conseil municipal à la présidence des États-Unis, nous élisons des hommes et des femmes qui nous représentent à tous les niveaux et dans toutes les agences du gouvernement. Les personnes que nous choisissons prennent des décisions politiques cruciales, façonnent nos lois et nous jugent dans nos nombreux tribunaux. Considérons que les élus ont le pouvoir de déterminer tant de choses sur la vie que nous menons. Sur quelle base alors choisissons-nous ou devrions-nous choisir et soutenir un candidat? Je suis René Poussin. Nos représentants élus ne sont rien d'autre que des élus. Afin de gagner, tout candidat doit faire campagne pour convaincre les électeurs qu'il est le meilleur choix pour le poste. Et faire campagne nécessite de nombreuses décisions cruciales. Peut-on courtiser tel ou tel groupe avec des ressources limitées? Les candidats devraient-ils se contenter uniquement sur leurs propres idées politiques ou lancer une attaque négative contre l'adversaire? Et comment doivent être traitées les questions épineuses? Une chose est certaine, la clé pour gagner à tous les niveaux réside dans ce mot essentiel, stratégie. Un problème a presque fait dérailler la campagne de John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis. Il était catholique. En 1960, un certain sentiment anticatholique prévalait dans le pays, si bien que le fait qu'un catholique se lance dans la course à la présidence était une grosse affaire. En conséquence, une primaire démocrate généralement insignifiante dans l'État rural de Virginie occidentale s'avéra être une élection décisive, celle du tout ou rien pour le jeune politicien. Certains espéraient qu'il échouerait et ouvrirait ainsi la voie aux autres candidats. Mais quand Kennedy arriva en Virginie occidentale fin avril 1960, il avait le vent en poupe. Il venait de vaincre un adversaire, Hubert Humphrey, aux primaires du Wisconsin, et il sentait que sa campagne prenait de la vitesse. Mais il était sur le point de faire face à un électorat qui était à 98% protestant. Le rôle de John Kennedy en tant que celui qui partait perdant en Virginie occidentale était quelque chose de nouveau pour le favori à l'investiture démocrate. Sa force pouvait dépendre d'un facteur peu compris et qui faisait couler beaucoup d'encre. Comment son appartenance à la religion catholique romaine pouvait-elle influencer les résultats des urnes, étant donné que les électeurs étaient essentiellement protestants en Virginie occidentale? Il a gagné au Wisconsin, mais de justesse, ce qui signifiait que Humphrey ne baisserait pas les bras en Virginie occidentale. Mais la chose la plus importante est ce que la presse a fait de sa victoire. Elle a mis sa victoire au compte du vote catholique, en particulier des catholiques républicains qui sont devenus des démocrates d'un jour et ont voté aux primaires. Tous les communiqués de presse majeurs déclaraient que sans le soutien catholique dans le Wisconsin, Kennedy aurait perdu. Alors soudain, Kennedy n'est pas seulement un candidat, Kennedy est le candidat catholique. Et cela, les Virginiens occidentaux, qui considéraient Kennedy comme un simple sénateur, avaient maintenant la conscience martelée par cette nouvelle information: le catholique Kennedy vient dans votre État. Et tout d'un coup, toute la campagne était affectée par un fort sentiment d'être assiégé. Vous serez divisé entre deux loyautés, la loyauté envers votre Église et celle envers votre État si vous devez être élu président. La question est de savoir si je pense que si j'étais élu président, je serais divisé entre deux loyautés, celle envers mon Église et celle envers mon État. Permettez-moi de dire que je ne le serais pas. J'ai juré de respecter la Constitution pendant les 14 ans que j'ai passés au Congrès. Je pense que John F. Kennedy a fait exactement ce qu'il fallait face à ce problème d'appartenance catholique. C'était de faire penser aux Virginiens occidentaux que s'ils ne votaient pas pour lui,
c'est parce qu'ils avaient des préjugés. Voilà la manière très habile par laquelle il a été en mesure de jouer sur l'équité et le sens de la justice de la plupart des Virginiens occidentaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que le jour où je suis né, il a été dit que je ne pourrais jamais me présenter à l'élection présidentielle parce que je ne serais pas à la hauteur de mon serment d'entrée en fonction. Je suis venu dans l'État de Virginie occidentale, qui a moins de mes corréligionnaires que n'importe quel autre État de l'Union. Je ne serais pas venu ici si je n'avais pas le sentiment que j'allais avoir toutes les chances de me présenter aux élections en tant que citoyen américain dans cet État. Je ne me présenterais pas de toute façon si je pensais que je ne pouvais pas faire le travail. Je suis venu ici aujourd'hui pour dire que ce problème doit cesser d'exister. Quand il a dit cela à Morgantown, cela était un tournant, non seulement pour sa campagne, mais on pouvait ainsi dire en politique américaine, vous avez une question difficile, que faites-vous ? En tant que candidat, vous soulevez la question et puis vous la confinez dans le problème de l'équité, vous la confinez dans la question de ce qu'est le rêve américain, ce qu'est la responsabilité américaine. Il a fallu une grande créativité, je pense, de sa part. Ce fut une stratégie politique très efficace. Il n'y a rien dans ma foi religieuse qui m'empêche de traduire en acte mon serment de prise de fonction. Si j'avais le sentiment que quelque chose m'en empêchait, je ne prêterais pas serment. Non seulement je ne serais pas président, mais je ne serais pas sénateur. Je n'aurais pas été membre du Congrès. Pour être franc avec vous, je ne me serais pas engagé au service des États-Unis parce qu'à cette époque-là, en 1941, j'ai aussi juré de respecter et de défendre la Constitution. Cette approche directe a semblé mettre la question catholique de côté, mais gagner les primaires demandait de faire usage de toutes les ressources disponibles. Kennedy a tiré parti des richesses de sa famille. Il a conçu une campagne télévisée enviable, même selon les normes actuelles. Et il s'est assuré l'aide de milliers de bénévoles. La stratégie de Kennedy a été foudroyante et bien pensée. Il avait l'habitude d'avoir avec lui un ou deux sténographes quand il serrait la main aux gens. Après que Kennedy ait serré la main à un homme ou à une femme, ces sténographes allaient vers ces personnes afin de recueillir leurs coordonnées. Puis, dans les 24 heures, cette personne recevait une note manuscrite de remerciement. Et cela a eu un impact personnel énorme. Jusqu'à aujourd'hui, les votes semblent fonctionner de cette manière dans les grandes villes. Cependant, la majorité des électeurs ne se trouvent pas dans les villes, mais plutôt dans les zones rurales, de sorte que le consensus à l'échelle de l'État est très serré. Humphrey a une légère avance, mais les facteurs imprévisibles comme celui de la religion et d'une longue tradition d'indépendance de vote des Virginiens occidentaux peuvent faire basculer cette élection d'un côté ou de l'autre. La stratégie de Kennedy a marché et même si la presse a constamment prédit sa défaite, il a largement gagné les primaires. Il a poursuivi et a gagné l'investiture de son parti et à l'automne, il est devenu le 35e président des États-Unis. En tant que citoyens, nous avons une occasion en or de participer à la politique électorale en organisant des groupes de travail pour les candidats qui luttent pour les principes que nous défendons. C'est l'un des moyens les plus efficaces et souvent le plus agréable que nous avons d'exercer nos droits et responsabilités en tant que citoyens. Voisins pour un meilleur Montgomery, une organisation communautaire fondée en janvier 2002, essaie de rattraper le temps perdu, mais il est peut-être trop tard. Ils ont besoin de sélectionner les candidats au niveau du comté et de l'État qui sont en phase avec leurs attentes, de les parrainer et ensuite de faire tout en leur pouvoir pour les aider à passer le cap des élections primaires en septembre. Et ils n'ont que 3 mois pour l'accomplir. Les intérêts particuliers comme les entreprises et les promoteurs dirigent en fait les politiques de la plupart des collectivités locales et prennent les décisions sur l'utilisation des terres. Nous en avons assez. Nous voulons élire des candidats qui écoutent les citoyens et non les promoteurs. Voisins pour un meilleur Montgomery est un groupe communautaire, non partisan, de citoyens ordinaires et d'activistes communautaires préoccupés par le taux de croissance dans le comté de Montgomery et de l'impact négatif que cela a sur la qualité de vie.
Le seul problème que nous avions en commun était le constat selon lequel la croissance était à l'origine de la détérioration de notre qualité de vie. Et ce que nous voulions faire était de nous réunir et de rechercher des candidats qui, en fait, reconnaissent le bien fondé de ces mêmes questions. Le comté de Montgomery, dans le Maryland, à la frontière du nord-ouest de Washington, D.C., se compose de faubourgs dortoirs et d'industries légères à la frontière et de terres non constructibles dans le Haut-Comté. Aujourd'hui, l'industrie du logement est en plein essor. La circulation obstrue les routes. Les écoles sont surpeuplées. La qualité de la vie en souffre. Le directeur du comté, Doug Duncan, a mis sur pied une équipe de candidats au conseil municipal ayant des vues similaires qui veulent mettre fin à l'impasse en encourageant la croissance et apporter une solution à la congestion en multipliant les routes et les initiatives de transport. Le plan de cette équipe bien financée de Go Montgomery va à l'encontre du plan du groupe des voisins, modestement financé. Je m'appelle Dolores Milmore et je suis l'avocate de la conservation du Maryland auprès de la Société naturaliste Audubon. Le groupe des voisins est opérationnel immédiatement, tenant des séances d'information pour les candidats et leurs volontaires afin de transmettre leur message. Ils espèrent réorienter le débat de l'élection bien différemment du plan de l'équipe Go Montgomery. Pensez-vous que le taux actuel de croissance dans ce comté et le taux de croissance prévu dans ce comté soient viables? Je pense que le taux de croissance n'est manifestement pas viable quand on regarde le coût des infrastructures que nous allons devoir fournir. Ils invitent des candidats à se joindre à eux pour des interviews d'une demi-heure, l'un après l'autre, en tête-à-tête. Ensuite, les 22 présidents régionaux du groupe des voisins se présentent à un congrès de parrainage au cours duquel les candidats au conseil municipal indépendant seront choisis pour être soutenus. Le groupe des voisins soutient 5 candidats indépendants et les candidats de chaque circonscription pour des sièges au conseil municipal. Ils annoncent ensuite leur sélection lors de rassemblements sur les marches de l'édifice du conseil municipal. Mais il y a très peu de couverture médiatique de l'événement. Dans la circonscription 5, une ancienne communauté qui borde le district de Columbia et qui a de graves problèmes urbains, le groupe des voisins soutient Cynthia Rubenstein, une militante d'action communautaire de longue date, mais présentant pour la première fois sa candidature au conseil municipal. Cynthia a une expérience éprouvée de la participation civique et elle a vraiment pris la défense de nombreux groupes différents ayant des problèmes. Ça va être une bataille difficile pour certains de ces candidats et la raison en est que la Chambre de commerce et l'argent des promoteurs soutient déjà tout un ensemble de candidats qui veulent des routes plus larges et qui veulent plus de développement. Je suppose que vous êtes un... Puisque le comté de Montgomery est dominé en grande partie par les démocrates, la sélection aux primaires des candidats qui vont concourir pour le conseil municipal sous l'étiquette démocrate est cruciale. Faire du porte-à-porte pour obtenir du soutien en faveur des candidats du groupe des voisins est exigeant en main-d'œuvre, prend du temps et a un faible pourcentage de réussite, même si chaque contact est de qualité. Mettre en place un site web, faire des appels téléphoniques et remplir des enveloppes avec des messages ciblés sont des moyens plus efficaces. Mais pour vraiment atteindre les électeurs démocrates, cela demande de l'argent, beaucoup d'argent. L'équipe à gros budget de Go Montgomery débute ses actions avec un public postage massif et accompagne cela de messages téléphoniques habiles, préenregistrés et ciblés. Ils dominent l'actualité, leur permettant ainsi de positionner leur Go Montgomery bien à l'avant-plan et au centre de nos préoccupations. Le jour des primaires arrive. Les candidats soutenus par le groupe des voisins mettent en évidence des pancartes en nombre nettement moins élevé que l'équipe Go Montgomery. Les supporters de Go Montgomery se tiennent à l'extérieur des 227 bureaux de vote. Votez pour Cynthia Rubenstein. Le groupe des voisins en couvre 75.
Le groupe des voisins ne pouvait pas se passer d'un seul volontaire pour qu'il puisse se déplacer avec Cynthia Rubenstein d'un bureau de vote à un autre tout au long de la journée alors qu'il entamait son dernier virage. Je m'appelle Cynthia Rubenstein. Je suis candidate démocrate au conseil municipal pour la circonscription 5. Et comme je ne peux pas aller au-delà de cette ligne, vous devez donc venir à moi. Je vous serai reconnaissante de considérer ma candidature dans l'isoloir. Je pense que les élections locales, en particulier pour les gens qui se présentent pour la première fois, sont une vente au détail. Cela signifie que vous ne pouvez pas tenir pour acquis qu'une dernière poignée de main ou un dernier mot positif avec quelqu'un ne puisse pas avoir d'impact. Et dans une course à 3 voix qui est la caractéristique des primaires, chaque vote compte parce que, historiquement parlant, 20% des électeurs inscrits se présentent le jour des primaires. Au bureau de vote local de Liz Brennan, dans la circonscription 5, la participation électorale est faible. L'autre groupe a dépensé énormément. Nous avons pensé que les gens qui étaient du même avis, nos gens du même avis, se sentiraient obligés d'aller voter contre eux. Tom de Braga est l'unique représentant du groupe des voisins à son bureau de vote pendant toute la journée. À 7h-15 du matin, nous étions sur pied, prêts à y aller avec toute notre littérature prête sur les tables, les bannières sorties, les t-shirts enfilés pour dire aux gens qui nous étions. Et après 13 heures debout, à attendre que les gens viennent, à obtenir 2 secondes pour leur remettre de quoi lire, à faire passer notre message. Nous voulons des gens là-bas qui croient qu'il faut d'abord et avant tout réduire la croissance. Malgré tous leurs efforts, aucun des candidats du groupe des voisins pour les sièges indépendants au conseil municipal n'a survécu aux élections primaires. 4 des candidats soutenus par la circonscription ont gagné. Cynthia Rubenstein n'a pas gagné. Je suis bouleversée, je le suis vraiment. Je ne pensais pas que nous aurions d'aussi mauvais résultats. Nous n'avons pas pu qualifier tous nos candidats, mais bon sang, nous avons participé. Et c'est ce que nous, en tant qu'Américains, avons le droit de faire. Et nous célébrons ce droit. L'un des idéaux fondamentaux de notre démocratie est l'idée que nous devrions avoir un mot à dire dans la façon dont notre pays est gouverné. Mais paradoxalement, alors que de nombreux groupes se sont battus longtemps et durement pour le droit de vote, amener les gens à exercer ce droit n'a pas été chose facile. Un groupe en particulier, le groupe qui, à certains égards, a le plus à gagner ou à perdre dans les résultats des élections, a besoin d'un coup de pouce pour trouver son chemin vers l'isoloir. En 1972, au plus fort de la guerre du Vietnam, où les jeunes gens âgés de plus de 18 ans se faisaient recruter et envoyer à l'étranger, le Congrès a adopté un amendement constitutionnel qui baissait l'âge de vote à 18 ans. L'idée était que si vous étiez assez vieux pour combattre, vous étiez assez vieux pour voter. Cependant, depuis lors, bien souvent, les jeunes n'ont pas exercé ce droit. Nous sommes dans une situation de crise. Les jeunes se désintéressent de la vie politique, ils ne votent pas. Il est temps de voter. Vous avez le droit de voter. Si vous avez 18 ans ou plus et êtes citoyen américain, inscrivez-vous pour voter. Vous devez leur dire quoi faire. En 1990, les membres de l'industrie du disque ont initié une campagne pour responsabiliser politiquement les jeunes et les encourager à exercer leur droit de vote. Leur organisation et leur cri de ralliement est rapidement devenu un slogan familier au sein de la génération MTV. À cette époque, il y avait beaucoup d'attaques contre les musiciens et sur la liberté d'expression. Un exemple que j'aime bien citer ou dont on fait beaucoup cas est celui d'un disquaire en Floride qui a été arrêté pour avoir vendu des albums de Two Live Crew. En Amérique aujourd'hui, la flamme de la censure brûle de nouveau de mille feux. Il était important pour les fondateurs de Rock de Vote que les jeunes fassent entendre leur voix pour ce débat d'actualité. Il a été vite évident que le vote devait faire partie de la façon dont vous pourriez utiliser votre voix. Et ainsi, Rock de Vote a immédiatement commencé à pousser les jeunes à s'inscrire. Car même pour être en mesure de participer au processus, vous devez d'abord vous faire inscrire.
Au début, Rock the Vote a réussi à créer une dynamique en faisant appel à des célébrités et en tissant des partenariats avec les médias orientés vers les jeunes comme MTV. Les célébrités sont en fait un outil pour éduquer les jeunes au sujet de Rock the Vote, afin que les jeunes écoutent. Et il s'est avéré qu'en 1992, les jeunes ont écouté. Ce fut une année d'élection présidentielle, le républicain George Bush Sr. contre le démocrate Bill Clinton. Après le décompte des bulletins de vote, Rock the Vote a revendiqué une victoire qui lui était propre. Nous avions inscrit des centaines de milliers de jeunes. Nous avions présenté cela comme si c'était quelque chose de cool. Et il y avait un candidat qui a pris soin d'aller vers ce public et de passer sur MTV. MTV encourageait ce message autant que possible. C'était un partenariat formidable. Et nous avons assisté pour la première fois à une augmentation de 7% de la participation électorale des jeunes. Ce fut un exploit étonnant. Et puis, après que le président Clinton ait pris fonction, il a signé la loi Motor Voter Law et a remercié Rock the Vote pour avoir aidé à faire accepter cette loi. Je suis heureux d'être en mesure de tenir aujourd'hui la promesse que j'ai faite sur cette carte de Rock the Vote, qui a encore ma signature au dos. La loi Motor Voter Law est en fait la loi nationale sur l'inscription électorale. Elle fait un certain nombre de choses. Avec la loi Motor Voter Law, vous pouvez vous inscrire pour voter dès que vous obtenez votre permis de conduire ou lorsque vous effectuez tout type de fonction de base au gouvernement. Cela ouvre le processus à des millions de personnes qui n'ont jamais eu cette opportunité immédiate de s'inscrire. Cela a également frayé un chemin aux organisations comme Rock the Vote de procéder à l'inscription des électeurs dans tout le pays avec un simple formulaire. Excusez-moi, êtes-vous inscrit sur la liste électorale? Avoir une équipe communautaire dans la rue au nom de Rock the Vote est l'initiative de base menée par Rock the Vote. Il y a aujourd'hui des équipes communautaires de rue dans une quarantaine de villes et elles sont constituées de bénévoles de ces villes respectives. Rock the Vote s'invite essentiellement lors d'événements musicaux, de concerts, de rassemblements. Il nous arrive même de sortir dans le parc, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Ce sont nos troupes au sol. Nous ne pouvons pas avoir de succès au cours de nos différentes campagnes sans nos équipes de rue qui se chargent d'appuyer les messages. Les décisions prises par les politiciens vous affectent, comme vos impôts, votre sécurité sociale, combien d'argent ils prennent. Donc si vous allez voter, cela vous aidera à faire changer les choses dans votre communauté. Non, je ne veux pas voter. Je pense que beaucoup de gens ne voient pas le lien entre la politique gouvernementale et leur vie. Ils oublient vite quand il s'agit de l'histoire. Je veux dire qu'en ce qui concerne ce que les Noirs et les femmes ont dû vivre afin d'obtenir le droit de voter dans ce pays. Les générations d'aujourd'hui ne se rendent pas compte que leurs ancêtres ou leurs prédécesseurs ont dû passer par là. Je pense que les gens le tiennent pour acquis. Vous savez, ils se contentent de travailler, de payer leurs impôts et de vivre leur vie, de venir au parc pour s'amuser et ainsi de suite. Mais pour chaque personne qui ne l'accepte pas, une autre personne le fera. Au cours des 12 dernières années, Rock the Vote a réussi à inscrire 3 millions de nouveaux électeurs. Toutefois, un taux d'inscription élevé ne signifie pas nécessairement un taux de participation élevé. En effet, lors de l'élection présidentielle de 1996, 3 ans après que la loi Motor Voter Law ait été adoptée, l'inscription était en hausse, mais le taux de participation des jeunes a chuté. S'inscrire n'est pas suffisant. C'est pourquoi quand je demande aux gens de s'inscrire pour voter, je leur demande de signer notre document de liste de diffusion qui me donne leur email afin que je puisse les informer de la date des prochaines élections. Quand il s'agit d'aller aux urnes, ils ont besoin de raisons. Ils ont besoin de connaître les enjeux. Par exemple, aujourd'hui, nous allons partout pour permettre aux gens de s'inscrire sur les listes. Mais nous leur demandons également de signer une pétition sur l'éducation sexuelle dans les écoles publiques. Fondamentalement, en ce moment, on enseigne seulement l'abstinence. Les enseignants ne sont pas autorisés à enseigner la contraception. Je veux dire que c'est un parfait exemple de quelque chose dont les jeunes devraient se préoccuper. Nous sommes à un moment de notre histoire où beaucoup de décisions vont être prises sur les questions résultant du 11 septembre.
Nous avons donc une nouvelle campagne appelée Wake Up and Rock the Vote qui s'adresse vraiment aux jeunes au sujet des libertés sur lesquelles ce pays a été bâti et la nécessité sur les jeunes de protéger ces libertés. J'ai été inscrit par le truchement de Rock the Vote. Je me suis alors porté volontaire pour Rock the Vote. Les personnes que je rencontre dans ce pays viennent me voir, me disent que je ne me serais jamais intéressé à la politique sans Rock the Vote. Pour une personne qui veut faire de la politique, je pense personnellement que c'est comme acquérir de l'expérience sur la façon dont les gens comprennent le fonctionnement du gouvernement, ce qui n'est pas très positif. Vous savez, beaucoup de politiques gouvernementales créent un impact sur les gens de différentes manières. Nous avons eu de la chance. Nous avons eu de la chance d'être en mesure de faire ce travail et de toucher tant de gens à travers le pays. Que faire si nous avons une élection et que personne ne vote? C'est trop dramatique. Mais tenir compte d'une telle possibilité met en relief l'un des grands paradoxes de la politique américaine. Nous sommes tous fiers de notre système électoral. Nous considérons que la liberté de choisir les dirigeants politiques est une caractéristique de la démocratie représentative. Et pourtant, un grand nombre d'Américains ne votent pas. En effet, le taux de participation ici est bien en dessous de celui des autres démocraties occidentales. Et le pourcentage des électeurs qui vont voter se rétrécit. Pourquoi ? Certains Américains ne votent pas en raison des restrictions légales. Le vote dans ce pays est un processus en 2 étapes. Et la première étape, applicable dans tous les États sauf 4, consiste à se faire inscrire. Dans le passé, les procédures d'inscription étaient souvent peu pratiques et pénibles, mais au cours des dernières décennies, le processus a été rendu beaucoup plus facile. Les sondages d'opinion indiquent que de nombreux Américains ne vont pas aux urnes parce qu'ils pensent que leur seul vote ne fera pas de différence. D'autres non-votants disent qu'ils ne croient pas que les élus puissent résoudre les problèmes du pays, alors pourquoi s'embêter ? Est-ce que ce faible taux de participation est un problème pour notre démocratie ? De nombreux observateurs estiment que la faible participation électorale affaiblit la démocratie qui repose sur une participation électorale complète. D'autres y voient le signe d'un électorat trop satisfait pour se donner la peine de voter. Quelle que soit la cause de notre faible taux de participation, le résultat est que trop peu de citoyens américains exercent leur droit de revendiquer une participation à l'avenir de la nation. Nous devons d'y réfléchir. Pour la démocratie en Amérique, je suis René Poussin. Le financement de ce programme est assuré par Annenberg CPB dans le but de promouvoir l'excellence de l'enseignement. Pour plus d'informations sur ce sujet ou d'autres programmes Annenberg CPB, visitez notre site www.learner.org.